Eh bien, bonjour, ravi de vous retrouver tous pour une émission spéciale parce qu'on lancera cette formule au second semestre de l'année. Mais on a voulu la tenter aujourd'hui avec le sujet de la littérature jeunesse. Donc, un plateau aujourd'hui avec des auteurs, des illustrateurs autour de la littérature jeunesse et autour de Sandrine, dont on va parler dans quelques minutes, parce que Sandrine a lancé une collection et c'est extrêmement courageux. Je voulais le saluer. Je voulais qu'on écoute Sandrine aujourd'hui et qu'on retrouve les auteurs et les illustrateurs, enfin une partie des auteurs et les illustrateurs de la collection dans cette émission spéciale. Bonjour à tous. Donc, très rapidement, nous avons donc des auteurs. Nous avons Amira Benbetka-Rekal, nous avons Laure Allard-Dadeski, Pascal Alexandre, Sandrine Beller et Laura Johansen. Et puis nous avons deux illustrateurs avec nous aujourd'hui, Marilyn de Nielsen et Eric Tourner. Merci. Eric Tourner, c'est notre pirate qui est extraordinaire, qui a joué le jeu à fond. Merci à vous d'être là. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Vous êtes tous en France, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors, moi, j'aimerais qu'on va parler un peu de questions générales. Je vais vous poser un peu des questions générales à chacun. Et puis après, on rentrera plus en amont sur votre littérature. Je rappelle que tous vos livres, enfin en tout cas les livres dont on va parler ce soir, sont en exclusivité aux États-Unis sur un compte des auteurs francophones. Donc, n'hésitez pas. Je sais que vous avez souvent des enfants qui ne sont pas scolarisés en école française et qui ont donc besoin d'un appui en français, notamment en lecture et en écriture. Donc, vraiment, précipitez-vous. C'est une jolie collection. Ce sont des livres pas chers, abordables et en plus envoyés pour quelques dollars. Voilà. Merci à tous d'être là. Moi, j'aimerais poser une question un peu générale. Je vais peut-être commencer par Laure, pour savoir comment on est attiré par la littérature jeunesse. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans ce type de littérature, Laure? Alors moi, en fait, j'ai un petit garçon qui maintenant a 8 ans, mais quand je me suis lancée dans la littérature jeunesse, je lui ai lu des livres dès le début, dès sa naissance, en fait, et je cherchais des livres qui avaient une morale, où je pouvais trouver un message, et je les ai pas toujours trouvés, et donc du coup, en fait, j'ai décidé de lui constituer sa bibliothèque idéale, et je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer et les écrire moi-même. Alors, Amira, toi qui es une fan des animaux, on reviendra dessus. Qu'est-ce qui t'a motivé dans la littérature jeunesse? Alors, moi déjà, de base, je garde un merveilleux souvenir de mes passages en librairie quand j'étais petite. J'adorais raconter les allées, et voir tous ces merveilleux livres, les collections, etc. Et un jour, je me suis dit, bah, tiens, moi qui aime écrire, qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime les animaux, donc je me suis dit, pourquoi ne pas combiner les deux et essayer de faire véhiculer des messages voilà, de protection des animaux, voilà, des choses que j'ai envie que les enfants d'aujourd'hui, en fait, retrouvent dans les livres avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les infos, on voit les animaux qui sont quand même laissés pour compte. Je me dis, bah, c'est notre devoir un petit peu de voir voilà, les Qu'est-ce que tu peux initier faire pour? ce genre de choses. Voilà. Alors, Pascal aussi, j'ai l'impression qu'il y a des messages derrière. Pascal, on reviendra sur toi parce que tu fais beaucoup de choses aussi, mais là aussi, la littérature jeunesse te permet de faire passer des messages aussi. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Oui, bien, oui, ça fait passer des messages, ça fait partie de mon quotidien, étant donné que je suis enseignant. Et tous les jours, bon, je suis confronté à la prise de conscience de certains sujets, des parents, des enfants et de moi aussi. Donc, quelque part, comme j'aime écrire, voilà, je pense que ces sujets ressortent dans les livres. Oui. C'est la mise en avant un petit peu du quotidien. Oui, on parlera notamment de ton livre Pablo sans réseau, que j'ai bien aimé parce que c'est une expérience qui plaira à beaucoup de parents. Partir au fin fond de la France sans téléphone et ordinateur et redécouvrir la vie. Laura, toi aussi, tu es enseignante. Enfin non, tu n'es pas enseignante. Tu t'es intéressée à l'enseignement du français, notamment via la méthode Montessori. Et toi aussi, c'est l'avenue de tes enfants qui t'ont donné envie d'écrire. Alors, je rappelle que tu écris des livres très ludiques sur l'apprentissage de la grammaire. Raconte-nous en deux mots pourquoi aussi tu es venue au livre jeunesse. Alors, un petit peu comme Laure, je me retrouve dans son discours, c'est-à-dire d'avoir eu des enfants, ça m'a donné envie aussi de créer une bibliothèque idéale pour eux et, et d'être créative, d'inventer aussi avec eux. Je pense que quand on ouvre le dialogue avec les enfants, on est aussi vite dans un imaginaire, dans une créativité que j'ai eu envie de retranscrire
que justement, c'est que cette littérature, c'est la littérature de tous les possibles. Voilà, les animaux peuvent faire, tout peut se passer. Et effectivement, on peut également transmettre des messages et rester dans un univers très onirique et très créatif. C'est vraiment la créativité, moi, qui m'a plu et qui me plaît dans cette littérature. Alors, il y a une question que j'ai posée aux illustrateurs, parce que quand je vois Eric, c'est une question qui s'impose à toi, Eric, et qui s'imposera à Marilyn, qui aujourd'hui a les cheveux noirs, mais moi, sur toutes les photos de Marilyn que j'ai, elles sont rouges, bleues, je ne sais plus quelle couleur. Donc, c'est une question que je vais vous poser essentiellement à vous deux. Est-ce qu'il faut être un grand enfant soi-même pour, en tout cas, pour dessiner des livres jeunesse? Eric, j'ai l'impression que ta réponse est dans ton costume. Je réponds ou je laisse Oui, ma collègue? non, Eric, voilà, réponds et après on donnera la parole à Marilyn sur le même sujet. Alors, oui, c'est certain qu'il faut être un grand enfant. D'ailleurs, je cultive ça sur mon terrain, là où j'habite, en faisant des cabanes, parce que maintenant j'ai accès aux outils, au savoir-faire et les cabanes dont j'aurais rêvé quand j'étais enfant. Moi, ce qui m'intéresse dans l'illustration, j'ai tâté un peu de la bande dessinée et du carnet de voyage, c'est qu'on peut faire de superbes images. Alors, dans la bande dessinée, c'est au profit de la narration. Parfois, on résume un peu les images. Dans l'illustration jeunesse, on peut faire de superbes images qui amènent les gens très loin. Donc, c'est pour ça que j'ai joué le jeu, c'est pour vous amener un petit peu loin, là, vers les Caraïbes. Je pense que l'intérêt d'un livre, d'une illustration, d'une histoire, c'est d'amener les gens ailleurs. Voilà. Oui, alors je précise quand même pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, en journée à New York et en soirée en France, c'est que tu es pirate parce que tu as illustré le joli livre de l'or dont on parlera tout à l'heure, le pirate Voilà. qui n'avait jamais vu la mer. Donc voilà, ce n'est pas une coïncidence. Marilyn, Marilyn, même question pour toi. Est-ce qu'il faut avoir une âme d'enfant pour dessiner et pour illustrer des livres d'enfants? Complètement. Moi, j'étais au départ graphiste. Je suis venue plus tard, en fait, sur l'illustration. Et d'ailleurs, la rencontre avec Pascal, c'était aussi cette idée d'avoir aussi un message. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a concrétisé Claudius avec Pascal. Ça faisait que 2 ans que je tâtonnais avec le crayon. Donc, moi, j'ai plutôt l'habitude, effectivement, de faire de la vidéo ou du graphisme. Et mon côté enfant, en fait, a complètement ressurgi, effectivement. C'est intéressant, c'est en prenant les crayons que tu as replongé dans tes tendres années. J'ai complètement replongé et sur une idée en fait de faire des illustrations pour quelques livres, je me suis totalement investie et maintenant on va dire que ma carrière d'illustratrice est partie. Et ben, justement, on en parlera tout à l'heure. Eric, toi aussi, j'imagine que Eric est très en forme. Eric, j'imagine que tu travailles aussi avec un crayon, tout suit à la main. Oui, crayon, aquarelle, acrylique. J'aime bien mélanger les techniques. J'essaie de faire oublier la technique utilisée pour que vraiment les gens soient saisis par l'image et transportés ailleurs. C'est un peu comme si l'image apparaissait d'elle-même et que je sois juste la personne qui tient le crayon ou le pinceau en essayant de m'effacer le plus possible. Alors Sandrine, je reviens vers toi parce que tu n'es pas que auteur, même si on parlera également de ton livre Les Sœurs Chippie. Tu es surtout, tu as lancé courageusement, c'est ce que je disais au début, une maison d'édition dédiée à la littérature jeunesse. C'est un vrai pari. Alors j'imagine que tu l'as lancé par passion. Mais est-ce que tu penses aussi que c'est un marché? Je parlais tout à l'heure des difficultés parfois qu'ont les gens de lire. Est-ce que tu penses que c'est aussi un marché qui continue de bien se porter parce qu'il est essentiel? Alors, plusieurs questions. Je vais peut-être te les diviser. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu as lancé cette maison, le pari que tu as pris, pourquoi tu as décidé de le faire, parce que j'imagine que c'était extrêmement difficile. Donc, j'aimerais que tu nous répondes à ça. Et puis après, effectivement, que tu nous dises si tu penses que tu l'as lancé aussi parce que tu pensais qu'il y avait un avenir dans ce marché-là. Alors, pourquoi j'ai lancé la maison d'édition? Tout simplement, c'était pour une reconversion, parce que je suis une ancienne militaire. Voilà. Et j'écrivais en même temps, donc j'étais auteur. Et je me suis dit, il va falloir que je parte comme dans la vie civile. Et je voulais lier ma passion avec mon futur métier.
Et je me suis rendu compte que dans notre département donc de la Marne, il n'y avait pas vraiment de structure pour accueillir les auteurs. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure. Je fais une reconversion dans l'édition. Donc, je fais une formation et je fais aussi une formation de graphiste. Alors, et je me suis lancée dans l'aventure. Donc, ça veut dire que parce que je crois que ton livre, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas été illustré par toi, mais ça veut dire que les prochains vont être également illustrés par toi? Tu te lances dans le récit et dans l'illustration? Ah non, non, non. Ah non, 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 j'ai déjà assez de travail comme ça. Non, 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 non. Non, non, je veux vraiment travailler, moi, que l'écrit et je laisse le dessin aux illustrateurs. Alors, moi, une question toujours qui me taraude, c'est de savoir comment se font les rencontres entre les auteurs et les illustrateurs. Alors, on a deux duos là aujourd'hui, et donc c'est extrêmement intéressant de vous avoir en direct. Pascal et Marilyn, comment ça s'est fait, votre rencontre? Qui est venu vers qui et comment vous avez travaillé? Ça a été un partenaire de galère. on s'est rencontrés alors que nous étions à un salon du livre, donc parce que j'écris également. Et avec Sandrine et Pascal, ça a été vraiment une rencontre extraordinaire. Ce jour-là, le salon a été désertique. On a fait zéro vente. Tous, on était complètement déprimés par les ventes, mais en même temps, voilà, ça a été vraiment, pour moi en tout cas, deux rencontres magiques. Pascal, même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, la situation n'était dans ce salon du livre pas très bonne, étant donné qu'elle n'était pas mauvaise, mais il n'y avait personne, quoi. Sauf nous, peut-être, les auteurs et illustrateurs. Donc, on a pu discuter et puis petit à petit élaborer des projets aussi. D'où comment vous avez travaillé? Moi, je ne suis pas auteur jeunesse, donc je n'ai jamais eu la problématique. Est-ce que c'est un auteur, toi, Pascal, qui soumet un texte et qui dit à Marilyn, vas-y, vois ce que tu peux faire, ou est-ce qu'il y a un travail continuel et des échanges continuels entre vous? Moi, j'ai un petit peu tendance à dire vas-y, parce que je pense que l'illustrateur apporte également son langage, son récit. Donc, ce n'est pas un copier-coller du texte. Moi, je pense que c'est une autre interprétation. Alors, effectivement, il y a des petits ajustements à faire, mais on a deux œuvres, finalement, qui se complètent, mais l'une n'est pas forcément hiérarchiquement placée par rapport à une autre. Ce sont deux expressions différentes sur un même sujet. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai sur ce livre. D'ailleurs, je signale qu'il est bilingue, j'en parlerai tout à l'heure, mais notamment sur ce livre où il y a un petit côté BD comme ça, parce que Marilyn, tu as mis des bulles dans les dessins, donc effectivement, il y a deux lectures presque. Oui, complètement. Enfin, ça a été très agréable en fait de travailler sur ce livre avec Pascal, parce que justement, en tant qu'illustrateur, on est souvent un peu mis en pression en fait par rapport à une attente de l'auteur. Et là, j'ai vraiment eu carte blanche et c'est vrai que pour dessiner, ça donne autant d'énergie finalement que de vouloir en fait propulser cette image et ce texte encore plus loin. Ouais, c'est une jolie aventure. Laure et Eric, vous avez travaillé également sur ce livre ensemble. Même question pour vous. Comment s'est faite la rencontre entre vous deux? Je commence. Allez, Laure. Vas-y. On s'est rencontrés en fait sur un site internet qui fait des livres pour enfants en ligne et on a collaboré ensemble sur trois albums jeunesse du coup qui sont des petits livres numériques animés et en fait j'adore Eric, il a un style qui s'adapte à chacune des histoires, il est complètement loufoque et en fait ça a été vraiment un vrai coup de foudre. Enfin voilà, c'est vrai, c'est vraiment, je considère que c'est un ami. Enfin, il est complètement barré, mais j'adore. Et en fait, comme c'était des livres numériques, en fait, je rêvais de pouvoir quand même, de travailler ensemble sur un projet qu'on pourrait tenir entre nos mains. Je sais que mon fils était un peu frustré parce qu'il adore ces histoires et de ne pas pouvoir les avoir l'objet.
Et donc, du coup, voilà, je lui ai proposé le projet de Hakim. Et enfin, Eric, quand on lui demande un truc, voilà, il m'a suivi sans encore se poser de questions. Et on a créé ce super album, donc je suis très fière. Je viens de voir que Laure a des oreilles sur la tête, donc finalement le duo Laure et Eric marche bien dans le côté un peu perché qui est tellement agréable. Voilà, Eric, de ton côté, ta réaction, cette rencontre, ce que c'est devenu? Ben, en fait, je vais donner la vraie version. C'est que il cache Laure soigneusement, mais tant pis. C'est une longue histoire. On était sur le même bateau, une mutinerie, blablabla. On se trouve sur un radeau, sur une île déserte, le trésor. C'est moi qui ai dessiné la carte et donc c'est comme ça qu'elle a accroché à ma manière de dessiner. C'est ça, Laure, hein? Oui, non, c'est vrai. J'oubliais de parler de cette histoire-là, mais oui, ok. Oui, je te remercie de rétablir la vérité, c'est important. Moi, j'ai la même question pour toi, Laura, même si on n'a pas ton illustrateur, mais les illustrations sont vraiment bien choisies parce qu'elles ne prennent pas toute la place, mais elles donnent vraiment du corps au texte. Comment tu as choisi toi aussi ton illustrateur? Alors, c'est assez marrant parce que finalement, je ne la connais pas. C'est une jeune femme c'est une jeune Française qui est à Montréal et qui est tout simplement une amie d'amis. Et en fait, je cherchais une illustratrice ou un illustrateur dont on voit vraiment le coup de crayon. Et je voulais vraiment de l'aquarelle. Et donc, tout simplement, un ami nous a tous les deux mis en relation et ça a bien fonctionné. Enfin, oui, c'est vraiment ça. On a l'impression que les dessins ne sont pas là pour écraser justement ce que tu veux passer en avant, ce qui est important, hein, puisque c'est de l'enseignement de façon ludique. Ils sont là pour souligner, et puis certainement pour que le petit lecteur ait envie de poursuivre son petit travail de grammaire. Et donc ça, c'est important. Alors, une question j'ai la réponse pour certains d'entre vous, mais ça m'intéresse de savoir, quand on écrit pour les jeunes, est-ce qu'on se limite, est-ce qu'on se laisse enfermer dans cette case? Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de maisons d'édition, et je ne parle pas de toi, Sandrine, parce que tu as une spécificité dans ta maison d'édition, mais on a envie d'avoir des créateurs, auteurs ou illustrateurs dans des cases spécifiques. Donc, est-ce que vous êtes sortis de vos cases, de votre zone de confort? Je sais que beaucoup ont fait autre chose, dont Marilyn, dont Laure. Donc, qui veut me parler de ces expériences et du fait surtout que vous avez refusé de rester enfermé dans une catégorie précise? Marilyn, peut-être? Marilyn, oui. Oui, moi, par définition, je ne suis pas dans une case, donc c'est compliqué d'imaginer qu'on puisse l'être. Donc, j'aime bien tout tester. Et donc, c'est vrai que dans l'illustration, notamment, j'ai démarré par ce qui me semblait être le plus facile, la technique manga. Oui, on en parlera justement, oui, j'ai vu ça. Donc, ça a été pour moi, en fait, quelque chose qui me permettait effectivement de monter en compétence le plus vite possible, plutôt que d'avoir, en fait, un parcours, effectivement, plus les beaux-arts classiques. Voilà, donc, mais ça, c'était complètement lié également à mes premiers ouvrages. Donc, j'ai écrit une série, Maxime et les gardiens des mondes, donc avant, effectivement, la collaboration avec Pascal. Et donc, c'était dans la continuité. Mais pour moi, je me dis qu'il ne faut pas se limiter parce que quand on se limite, finalement, on limite les autres également, puisque dans l'écriture et dans le dessin, c'est des collaborations. Et donc, se limiter, c'est aussi limiter le texte. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui, intéressant. Tu as la chance de rencontrer ton lectorat, mais je parlais encore hier avec une auteure qui a voulu faire autre chose et à qui on a refusé le texte parce qu'elle avait donné l'habitude à ses lecteurs d'avoir un certain genre qui était pour le coup ou de la romance ou des romans, et quand elle a voulu partir en livre policier, on lui a dit « Ouh là là, c'est pas toi, tu vas perturber tes lecteurs ». Donc c'est intéressant, tu vois, de voir que certains ont encore cette liberté. Laure, tu voulais intervenir justement sur le sujet.
Alors, ben moi, en fait, du coup, j'écris à la fois des livres jeunesse, j'écris de la romance, j'écris des nouvelles horrifiques. Donc, en fait, j'ai toujours un projet en cours et en fait, je déteste avoir le syndrome de la page blanche. Donc, je passe d'un projet à un autre pour ne jamais, voilà, être frustrée. Et voilà, en fait, je pense que quand on est auteur, on a plein d'histoires dans la tête et il faut, voilà, quand on a la chance, c'est vrai, du coup, de pouvoir se lancer et d'être suivi par des éditeurs. Voilà, c'est toujours, je pense que voilà, c'est toujours un plaisir, quoi. Alors, c'est le cas de Laure et c'est le cas de Laura, par exemple. Vous avez écrit aussi pour vos enfants, mais c'est une question que je pose à tous, notamment à Mira. Est-ce que vous étiez des enfants du livre? Est-ce que vous avez été élevés avec des livres, Amira? Moi, j'ai grandi avec des livres dans la main. Honnêtement, je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire aussi. J'ai toujours eu cette passion pour les livres. J'ai commencé avec La Comtesse de Ségur et les fameux Malheurs de Sophie, le Club des Cinq, enfin toutes ces choses-là. Et petit à petit, en fait, c'est ce qui m'a vraiment poussée à me dire, bah, tiens, j'adore ce genre de livre pour enfants, alors pourquoi est-ce que j'en écrirais pas moi aussi? Alors sans prétention aucune, hein, sans prétention de dire que j'ai la plume de la comtesse de Ségur, loin de là, mais c'est juste que voilà, j'ai vraiment baigné dans cet univers et c'est quelque chose dans lequel, c'est un cocon en fait, dans lequel je me sens bien, parce que je me dis que quand on écrit, on peut vraiment tout faire en fait, on peut être qui on veut, on peut inventer le monde qu'on veut, on peut vraiment voilà, il n'y a pas de limite en fait. C'est vraiment, c'est ça qui est génial. Et alors, Eric, toi, le pirate, est-ce que tu as baigné justement dans ces livres à images? Parce que, enfin, moi, je me souviens des années d'enfance de mes enfants. J'achetais un livre par jour presque, tellement il y avait des merveilles. C'est ça qui t'a donné envie de te mettre C'est vrai que quand j'étais petit, j'avais accès aux livres. On me laissait accéder aux livres, on m'achetait des livres. Ma maman travaillait dans un magasin de coiffure qui jouxtait une librairie. Elle avait des liens d'amitié avec la libraire qui me donnait le droit d'aller dans les rayons, chercher des bouquins, les lire dans le magasin où travaillait ma maman et les ramener après. J'ai jamais plus revu des libraires comme ça. Et j'ai entre autres en tête là, les bandes dessinées de Barbe Rouge, le pirate. C'est peut-être ça qui a... Mais c'est vrai que j'ai baigné dans les livres. Quand j'ai eu mes 2 filles, après, ça a été un vrai bonheur de découvrir des bouquins de nouveaux auteurs. Il y en a un particulièrement génial, c'est un japonais qui fait La famille souris. Et ce sont des superbes illustrations à l'aquarelle avec plein de petits détails. C'est vrai que c'est un vrai bonheur. Donc, moi, j'ai profité de ça, j'en ai fait profiter mes filles. Mes 2 filles qui sont adultes, maintenant, il y en a une qui travaille dans une médiathèque et l'autre qui est documentaliste en lycée. Donc, je considère que j'ai réussi leur éducation. Leur éducation littéraire, exactement. Voilà. Pascal, est-ce que tu penses qu'il faut quelque part être un grand enfant pour écrire des livres pour les petits? Il faut avoir gardé une âme d'enfant? Je pense qu'on garde toujours plus ou moins une âme d'enfant. Enfin, une partie de son âme d'enfant, qu'il y en a certainement une autre qui se développe à côté. Mais il y a quelque chose des origines qui reste, je pense, dans nos découvertes, dans nos parcours. Et effectivement, moi, le livre en fait partie. Mais oui, je pense qu'il faut quelque part avoir une petite âme d'enfant ou alors s'y intéresser toujours. Voilà, on a les 2 points de vue. Alors, question aussi valable pour Sandrine, parce que les sœurs Chippy, voilà, on s'imagine très très bien, même quand on était jeunes, toi et moi, Sandrine, avoir ce genre de petits personnages, de petites filles comme ça qui font des bêtises, qui font plein d'aventures. Donc, j'imagine que toi aussi, c'est la même chose. Tu as gardé une part de ton âme d'enfant pour écrire ce genre de livre. Ah oui, moi j'ai vraiment gardé mon âme d'enfant pour écrire, que ce soit les livres jeunesse ou les livres fantastiques. Je garde toujours ce petit quelque chose de l'enfant. Et je pense que si on ne garde pas ça, si chaque individu ne garde pas ça au fond de son cœur, il ne peut pas vraiment écrire des histoires. Des histoires. Non, je pense qu'il faut vraiment garder son âme d'enfant. Alors, ça me fait penser à une autre question, puisque tu parles de garder son âme d'enfant pour pouvoir écrire pour ceux à qui sont destinés ces livres. Est-ce que vous testez vos livres avec vos futurs lecteurs? Comme Laura, toi qui es sur un sujet quand même d'enseignement, même si c'est enseignement ludique, comment tu as écrit ces histoires de grammaire? Est-ce que
as fait un premier jet et tu les as testés autour de toi avec les enfants autour de toi pour voir si ça marchait? Oui, alors, et donc, je me suis formée à la pédagogie Montessori. C'est justement en suivant cette pédagogie que j'ai compris, en fait, assez tôt, dans Montessori, les enfants, on leur parle assez tôt de la nature des mots. Donc, c'est un verbe, c'est un nom, c'est un adjectif, qui est abordé beaucoup plus tard dans le système traditionnel. Et effectivement, j'ai testé auprès d'enfants assez jeunes, à partir de 4 ans, et ensuite on a testé avec une maîtresse en grandeur nature, en CP et en CE1. Donc ça a été testé avant d'être mis sur le marché. Qui parmi vous teste comme ça avec des enfants proches? Est-ce que vous testez avant? Parce que moi, moi qui n'écris pas de la littérature jeunesse, je me dis toujours, quand on écrit un livre pour les enfants, comment on sait que ça va plaire, quoi, finalement, à part notre âme et d'enfants qu'on a gardé cette volonté de faire passer certains messages. Donc, est-ce que vous testez Non. Non, Pascal, non. Toi, tu non, parce que une petite partie aventure aussi dans un livre. Donc, on a une petite idée à qui on adresse le livre, intuitivement, mais on aime bien s'embarquer, en ce qui me concerne, dans quelque chose que je ne maîtrise pas complètement et dont je ne connais pas complètement l'aboutissement. Et c'est aussi un charme, quand on écrit, de rentrer dans cette aventure de l'écriture du livre qui vous mène, on ne sait pas où vraiment au départ, quoi. Donc, je ne teste pas, je teste après. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un teste à part Laura? Est-ce que quelqu'un oui, moi, je teste sur mon fils, oui, effectivement, c'est un peu ma muse, et je sais si ça plaît ou si ça plaît pas, il me donne des conseils pour changer des petits trucs, donc oui, c'est mon premier public. Alors, Marilyn, oui, moi j'allais dire, je teste automatiquement puisque le livre que j'ai écrit, enfin la série que j'ai écrite, ça parle de mon fils et des enfants de ma famille. Donc immanquablement, mon fils, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il me le dit direct et je suis obligée de le changer tout de suite. Oui, ah bah oui, il y a un droit de regard obligatoire. Il y a un droit de regard obligatoire. Et alors ça peut être sur le texte, mais sur les dessins également. Quand il y a quelque chose que j'ai dessiné de travers, ça passera pas. Hein. C'est automatiquement, le livre ne peut pas être publié sans la correction. C'est drôle. En tout cas, merci de prendre en compte la vie de ton fils avant de parler de lui. Amira, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi j'étais assez d'accord avec ce que disait Pascal, c'est que quand j'écris, j'aime pas me dire tiens, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'il faut que je change des choses. J'aime vraiment me lancer dans cette inconnue, entre guillemets, parce que ça fait vraiment partie du charme en fait. On se dit bon, bah on écrit et puis on verra si ça plaît ou pas. Il y a tellement de personnes sur Terre que ça va forcément plaire à un moment. donc voilà. Alors justement, Mira, puisqu'on va parler un peu de vos ouvrages à chacun, de votre parcours assez rapidement. Donc Amira, tu as sorti un livre très original qui s'appelle L'hommage aux autres poilus. Les autres poilus sont les poilus, les animaux de cette grande guerre. Donc tu es passionné d'animaux, tu en parlais, et c'est un regard extrêmement original sur cette Première Guerre mondiale qui est la place et le drame des animaux pendant la guerre 14-18. Mais alors, c'est vrai moi qui me suis intéressée un peu au sujet pour avoir fait pas mal de choses pour le centenaire, d'ailleurs tu l'as sorti à cette occasion, on sait qu'il y a 10 millions de chevaux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, c'est juste énorme, tu te rappelles d'ailleurs, on parle de rats dans les tranchées, mais finalement toi tu as choisi de faire parler les animaux. Face à ce monde de guerre complètement fou. Finalement, les animaux, ils n'avaient absolument rien demandé. Ils se retrouvent dans cette Première Guerre mondiale. Et moi, je trouve que c'est un livre, tu vas nous raconter pour qui tu l'as écrit, parce que je pense que tu l'as écrit moi j'imagine à partir de 10-11 ans, peut-être, si tu vas me le dire. C'est un livre de petites nouvelles, où on parle de choses graves, mais je trouve avec une âme d'enfant et avec beaucoup d'humour. Donc, c'est un pari qui n'était pas évident. Donc, c'est un livre pour qui? Est-ce que j'ai raison de dire que c'est un livre qui commence à 10-11 ans? Parce qu'on n'est pas dans le livre illustré, on est dans le petit roman. Hein? Alors, bon,
moi, quand j'ai écrit ce livre, au début, je me suis dit, j'ai vraiment envie de sensibiliser, on va dire, les collégiens à partir de la 6e, parce que c'est à partir du collège, justement, qu'on commence à parler de la Première Guerre, de la Seconde également. Mais je me suis dit aussi, tiens, j'ai envie de parler de sujets graves, parce que j'ai pas envie que tout soit rose. J'ai envie que les gens qui lisent ça, que ce soit les petits ou les grands, parce que c'est aussi destiné pour les grands, se rendent compte, justement, que voilà, les animaux ont énormément souffert. Et voilà, j'ai voulu donner, en fait, entre guillemets, j'ai voulu faire un peu l'équilibre entre l'humour et aussi le côté dramatique pour sensibiliser. Parce que si je n'avais pas, sans spoiler, mais si je n'avais pas parlé de choses graves ou de choses tristes, ben, je pense que j'aurais peut-être perdu le lectorat par rapport à ça. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, c'était montrer que voilà, ben, les animaux pendant la Première Guerre mondiale, les hommes, ils creusaient des tranchées pour se séparer et les animaux en creusaient justement pour se rassembler et s'entraider. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu montrer. J'ai voulu les faire parler aussi parce que j'ai voulu... Ils parlent, les animaux. Pas sous l'œil des hommes, mais sous l'œil des victimes, en fait, qui ne sont pas que les êtres humains. Qui ont, voilà, je parle notamment des animaux qui ont été abandonnés dans les eaux, dont on ne pense pas forcément, dont on ne parle pas assez, je trouve, mais c'est quand même arrivé. De tous les animaux qui vivent sur Terre et qui ont été bouleversés par toutes les bombes qui sont tombées sur eux. Et aussi voilà, les chiens, les chevaux, tous ces animaux. Mais j'ai aussi je n'ai pas voulu montrer que l'être humain était abominable, même si cette guerre l'était. J'ai voulu aussi donner une petite note d'espoir en montrant que voilà, dans chaque histoire qu'il y a, donc trois nouvelles, il y avait quand même un être humain qui était doté de sensibilité et qui apportait cette bouffée, entre guillemets, d'espoir, voilà, pour ne pas mettre tous les hommes dans le même panier. Donc voilà, j'ai vraiment voulu montrer qu'ils étaient solidaires. Comment ça s'est passé dans ta tête au moment où on a annoncé les commémorations du centenaire? Tu t'es dit, mais il y a un sujet qu'on n'a jamais adressé. Comment ça s'est fait un peu? Moi, comme je le disais, j'adore les animaux. Je me suis dit, mais j'ai envie d'écrire quelque chose. Et quand j'ai vu aux infos, je me disais, tiens, ils sont en train de faire les préparatifs pour la commémoration du centenaire. Je me suis dit, bah tiens, j'ai eu le titre avant même d'écrire l'histoire. Je me suis dit, tiens, ça va s'appeler Hommage aux autres poilus. Oui, c'est extraordinaire. Le titre est très, très bien trouvé. D'ailleurs, dans ton titre, je trouve que les animaux sont beaucoup plus sages et beaucoup moins fous que les hommes. Ils sont beaucoup plus raisonnés. Et d'ailleurs, je me suis dit que c'était peut-être la raison qui poussait certains hommes à vivre à abandonner les hommes et à vivre au milieu des animaux. Rapidement, Amira, peut-être parle-nous un peu de tes autres ouvrages. Alors, j'ai la chance d'avoir un autre ouvrage qui va être publié prochainement avec Sandrine, donc chez les Chérubins. donc, c'est toujours c'est un recueil de contes en fait qui raconte des morales, encore une fois, avec pour protagonistes les animaux que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est un peu les porte-paroles de ce que j'aimerais dire à tous les enfants, voilà, de l'altruisme, la protection de l'environnement, la protection des animaux, enfin tout ça en fait, je le dis à travers les animaux. C'est un très joli message et puis il faut effectivement porter la voix sur le sujet très très jeune. Il faut sensibiliser les enfants, comme ça on est sûr que ce sont des adultes concernés par ces problèmes importants. Alors je rappelle donc le livre, il est à l'envers, le livre d'Amira, L'hommage aux autres poilus, qui est donc disponible en exclusivité, comme tous les autres livres, sur rencontre des auteurs francophones sur tous les États-Unis. On va parler du pirate, Eric. Donc, j'ai déjà parlé avec Laure, pour commencer, avec l'auteur de ce livre de pirate qui n'avait jamais vu la mer. Le voici, avec quelques illustrations d'Éric dont on parlera tout à l'heure. Le pirate qui n'avait jamais vu la mer, c'est une jolie aventure pour les petits, justement. Je trouve qu'on y parle de rêve, celui de partir à la conquête du monde, à la conquête des mers, puis d'accéder à ses rêves aussi, et puis d'accéder à l'aventure tout au long du voyage. Alors, pourquoi le choix de la thématique des aventures dans les mers? Je trouve que ça fait vraiment penser à notre enfance. Ça vient de là, Laure? Ça vient du plus profond de ton enfance? Alors, faut savoir que moi, j'ai travaillé dans la marine nationale. Donc, du coup, je pense que la mer, ça doit venir un petit peu de ça. En fait, c'était surtout l'idée de croire en ses rêves. Moi, j'ai su, depuis que je savais écrire, depuis que je sais écrire, pardon, que j'avais envie de devenir écrivain. Et on me disait toujours, oui, enfin, écrivain, papa m'a dit, passe ton bac d'abord, fais des études et tu verras après. Et voilà, l'importance, je trouve que
c'est important, si un enfant a un rêve, de lui dire qu'il peut y croire, qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Et du coup, cette histoire, c'était vraiment voilà, pour montrer aux enfants qu'on peut y arriver voilà, si on y croit suffisamment fort. Et puis, voilà, l'histoire du pirate, c'est venu, je pense, par rapport à Eric et sa folie. Je trouvais que... Non, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je trouvais que ça s'y prêtait... Une histoire de pirate se prêtait bien à son graphisme. Donc, du coup, en fait, voilà... Apparemment. Alors, est-ce que parce que tu as beaucoup voyagé, hein, Autriche, Sénégal, Pays de Galles, Madagascar, ça aussi, oui. ça t'a permis d'écrire sur ce voyage à travers les mers? Voilà, en fait, moi, je sais que quand j'étais petite, donc j'avais un papa qui était diplomate, on me demandait souvent tu viens d'où? Et c'était une question à laquelle j'étais incapable de répondre. Donc, en fait, moi, je me suis sentie très vite partout chez moi. Et donc, j'avais envie de passer ce message, voilà, cette envie de voyager, de découvrir le monde, d'autres cultures, d'autres animaux. Voilà, je trouvais ça important. Et voilà, donc cette histoire, c'est l'importance de croire en ses rêves, le goût du voyage, le goût de l'aventure, de la solidarité aussi, parce que bon, je vais pas spoiler l'histoire, mais voilà, c'est que en demandant de l'aide, en étant aidé, on peut plus facilement obtenir ce qu'on veut. Et voilà, il y a pas mal de messages. Après, chacun, je pense qu'il y a différents niveaux de lecture, chacun les interprète comme il veut, mais il y a pas mal de messages à véhiculer et à découvrir. Alors, Laure, tu le disais tout à l'heure, tu as écrit des choses bien différentes. Tu as écrit des feel good, des romans, des comédies romantiques, des écrits fantastiques. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le livre jeunesse qui te porte plus ou toujours cette envie d'aller piocher un peu partout dans ton cerveau? L'envie. Voilà, c'est mon cerveau. En fait, j'ai beaucoup de monde dans ma tête et ils ne sont pas tous d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est là où mon cerveau me portera. Et puis, je pense aussi en fonction de... l'actualité du moment, quand mon fils est plus à la maison à cause d'un confinement, j'aurais forcément plus envie d'écrire pour la jeunesse. Quand la période est un peu morose, j'essaie d'écrire des feel good. Ça dépend vraiment voilà, de ce qui se passe autour de moi et je me laisse porter par mon inspiration. Bon, on va te suivre. Je rappelle donc que Le Pirate qui n'avait jamais vu la mer est disponible sur l'ensemble des États-Unis. Un petit mot sur toi, Eric, le pirate, parce que je crois que tu as effectivement inspiré Laure. Toi, tu as fait beaucoup de choses aussi, de la BD, d'illustration. Tu as même fait un joli carnet de voyage sur la Côte d'Ivoire et je crois même que tu as écrit des romans policiers. Alors, oui, comment vient l'envie de donner vie à autant d'envies? Et d'abord, est-ce que ce sont des envies? Oui, c'est des envies. Je crois que chaque fois qu'on raconte une histoire, quel que soit le support, c'est l'envie d'emmener le lecteur dans un univers qui a sa propre logique, sa propre loi, comme quand on va voir une pièce de théâtre ou quand on regarde un film. Et j'ai une petite anecdote sur Laure, parce que je fais des romans policiers dont l'enquêteur est un gendarme. Et j'avais besoin il y avait un des livres où ça se passait dans un salon du livre où 12 auteurs étaient en huis clos pour écrire un roman dans une grande surface, qui devait être finalisé un week-end où ils étaient enfermés. Et j'ai demandé à Laure de me faire un petit texte très sanglant sur une partie de polar qu'elle a inventé. Et elle m'a dit qu'elle s'est régalée. Donc là, j'ai eu peur. Je me suis demandé ce que j'avais créé comme monstre. Mais non, elle est revenue sagement au livre jeunesse. Mais j'étais très inquiet. Sinon, juste un petit... oui. Non, vas-y, je te posais une question après Le pirate qui voulait voir la mer, au départ, ça devait être un humain. Et puis finalement, ça ne me convenait pas. Donc j'ai fait tourner cette histoire dans ma tête. Et puis je me suis dit que ça pouvait être une petite souris, je le sentais bien. Donc il y a des images. Moi, j'aime bien l'image du bateau avec la chaussure. Et puis voilà. Donc... Et puis en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il est soumis à des protagonistes humains et personne ne semble remarquer que c'est une souris. Non, exactement. Tu sais, à tel point que moi, je suis retournée voir au début si c'était bien une souris. C'est vrai, je me suis laissée avoir aussi. Dernière petite question, comment tu choisis tes projets quand les auteurs viennent vers toi avec l'envie que tu mettes ta patte dessus? C'est des rencontres, c'est un petit peu le hasard, c'est un petit peu... Là, c'était un chouette hasard avec Laure, et donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur cette plateforme collaborative sur Internet. Et c'est vrai qu'on a bien accroché avec des histoires de nains de jardin. Et bon, on est toujours partant l'un pour l'autre pour illustrer ou écrire. Et ça,
C'est très chouette. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Bah, Sandrine, il va falloir organiser une bonne grande fête des auteurs et des Elle ne sait pas que je illustrateurs. mesure 1m10, quoi. Bon, comme quoi la magie virtuelle marche. Pascal, toi, tu as deux domaines de prédilection, qui est la poésie, si j'ai bien suivi, et les livres jeunesse. Est-ce que ça va ensemble? Je me suis dit que ça allait ensemble, la poésie et les livres jeunesse. C'était le monde du rêve. Ça va ensemble. Bon, après, ça va ensemble, oui et non, parce que ce sont deux techniques Oui. assez différentes. Mais on peut remarquer, et là j'ai remarqué en côtoyant des jeunes et des enfants, qu'ils étaient excessivement sensibles à la poésie, au son, à la musique des mots, à l'imaginaire qu'amène aussi la poésie. Et je ne sais pas si ça va ensemble, mais j'arrive souvent à mettre les deux ensemble. Donc il doit y avoir quelque chose qui Marche bien. communique. Alors, ceci étant, je ne sais pas si c'est le cas pour une partie d'entre vous, mais je sais que, enfin, c'est mon cas aussi, et ça a été le cas de nombreux auteurs avec qui je parle. On a souvent dans nos souvenirs d'avoir commencé nos premiers écrits par des poésies à 8, 9, 10 ans. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, Pascal, en disant que ça interpelle les jeunes, parce que je trouve que pas mal d'auteurs ont commencé par ça, par cette volonté d'écrire des beaux alexandrins ou de mettre en tout cas en vers ce qu'ils avaient dans la tête. Ça interpelle énormément les jeunes aussi parce qu'il y a toute une partie sonore et qui rejoint presque la chanson, qui rejoint la comptine, qui n'est pas seulement de l'ordre de l'écrit avec l'imaginaire, mais qui est aussi un petit peu musical, qui est aussi un petit peu ludique. Et c'est une technique à laquelle les enfants sont très sensibles. Et on ne le dit pas beaucoup. Non, mais c'est intéressant de t'entendre, effectivement. Mais ça, moi, je le constate tous les jours. Et les enfants recherchent, dans d'autres livres que j'ai écrits, ce qui les avait surtout accrochés, c'était les rimes, c'était les sons. Et je n'y attendais pas. Je pensais qu'ils étaient plus attachés à l'histoire, Ouais. mais ils sont autant attachés à la poésie. Alors, ça met en œuvre deux choses différentes, je pense. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Alors aujourd'hui, on va parler de deux de tes livres qu'on propose donc ici aux États-Unis grâce à Sandrine. C'est Claudius et les incroyables comestibles, qui est un livre bilingue. Et je trouve que c'est important de le préciser ici parce qu'on a effectivement des parents qui ont des enfants qui souvent oublient leur français. Donc, c'est parfait pour s'y remettre. Et puis, ce livre que moi, j'ai adoré en tant que maman, bien évidemment, qui est Pablo sans réseau, donc sans téléphone. C'est moi qui dis ça, qui suis certainement plus accrochée à mon téléphone que mes enfants. Et donc, voilà, deux livres dont on va parler. Pablo, c'est un peu de fantasme des parents, moi, j'ai trouvé. Donc, Pablo, il se retrouve dans un village sans réseau. Il va donc falloir faire avec, ou plutôt sans. Et du coup, il part à la rencontre d'objets des années 80. Est-ce que... Pascal, tu as conscience que c'était un livre qui parlait autant aux parents qu'aux enfants? Au départ, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en avais pas conscience. Ouais. Mais après, oui, quand les gens l'ont lu et quand j'ai eu des retours, oui, là, j'ai bien vu que les parents étaient aussi interpellés par le livre que les enfants. Et ça permettait justement un dialogue entre les deux générations, c'est-à-dire quand vous aviez une cabine téléphonique avec un fil, comment vous faisiez et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière ce téléphone? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces moyens de communication? Maintenant, j'ai vraiment conscience que ça interpelle les deux et que ça permet le dialogue. Et oui, c'est même... vrai que les questions du genre, mais moi, quand vous dites à votre enfant qui passe trop de temps sur son téléphone et qui vous dit, mais toi, à mon âge, et ben toi, moi, à ton âge, j'avais un téléphone avec un espèce de cordon. On ne pouvait pas quitter la pièce. C'est vrai, et c'est vrai que les enfants n'ont pas toujours conscience de ça, que le monde dans lequel ils évoluent, ce n'était pas du tout le monde dans lequel nous évoluons. Et c'était aussi, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, une envie aussi peut-être de pousser les enfants à plus de vie réelle et moins de vie virtuelle. Il y a un message pour eux. De vie virtuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, les objets de notre quotidien sont le téléphone, l'ordinateur, on a le réseau social, mais derrière tout ça, il y a aussi autre chose qui est une autre communication, c'est notre première communication qui est humaine, qui est de parler, qui est de se rencontrer, qui est d'écrire. Et Pablo, justement, fait l'expérience de cette communication. Donc, il la retrouve, sans pour autant abandonner le reste, parce qu'on est à notre époque, mais
lui et sa famille retrouvent un autre mode de communication qui est un mode tout simplement naturel. Oui, qui va se permettre certainement de s'installer, en tout cas à petite dose, alors qu'il n'existait peut-être pas ailleurs. Sans spoiler l'histoire, donc tout commence par un cadeau de Noël. Oui. On offre à la famille donc un séjour sans Internet, ce qui signifie donc un retour dans la France 40 ans auparavant. Alors pour les quinquas comme moi, c'est une vraie petite Madeleine de Proust. On a la machine à écrire, le magnétoscope, lutte funeste, les cendriers publicitaires, la déco avec les grosses fleurs. Vous êtes fait plaisir, Pascal, quand même, j'ai l'impression, en écrivant ce livre. Ah bah oui, parce que j'étais assez sensible au design de tous ces objets. C'était un peu mon enfance aussi, donc c'était une Madeleine de Proust, le cendrier publicitaire. C'était pas Proust, mais c'était une Madeleine quand même, quoi. Ah oui, moi, je me souviens de la période où je piquais jeune des cendriers pour en faire la collection. Ça n'existe plus, ça, malheureusement. Ouais. Alors, l'autre livre, et puis le livre donc co-signé, enfin illustré par Marilyn, c'est donc ce petit livre bilingue, Claudius et les incroyables comestibles, qui est extrêmement joliment illustré. Ma question, c'est, bien évidemment, c'est de savoir pourquoi, Pascal, tu t'es lancé dans cette démarche bilingue. On en avait parlé avec des amis qui donnent un petit peu dans l'écologie, et ils m'avaient parlé du prince Charles qui fait un tas d'expériences en Angleterre justement sur, je passerai la partie mondaine, mais sur l'aspect écologique, social, création d'emplois durables, etc. Et ils m'ont parlé de cette ville qui s'appelait justement Todmorden, où on avait aussi partagé les légumes après une grave crise économique, ce qui était un signe de solidarité très profonde, de partager comme ça les produits de sa terre, de son jardin, un peu l'aide dont parlait Laure tout à l'heure, et ça m'avait interpellé. Et je me suis dit, tiens, Todmorden, les Anglais, le prince Charles, allons-y. Je vais demander à quelqu'un de traduire le livre en anglais pour le faire partager aussi. Et donc, tout est parti du prince Charles, de la cour d'Angleterre, finalement. Voilà. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi tout le mouvement qui s'est produit, qui a eu lieu dans cette région de Todmorden. Et on parle du Brexit, mais c'est vrai que l'Angleterre, il y a aussi de très, très intéressantes expériences sur le plan écologique et de l'emploi social. Et ça m'a un petit peu motivé. J'ai une petite conviction dans ce livre quand même. Bravo, voilà, c'est important. Là encore, ce qu'on se disait avec Amira, c'est important d'éduquer les enfants très très tôt à des sujets qui sont essentiels pour leur avenir. Marilyn, alors, quelques petits mots sur toi quand même, parce que j'ai commencé à regarder ton CV et j'ai eu un peu le tournis, parce que tu as commencé ta vie extrêmement sérieusement, mais tu as à peu près fait tous les métiers possibles sur Terre, puisque tu as été commercial, puis publicitaire, tu as été dans la police, ça m'a fini au RG, tu as été dans l'immobilier, la gestion de patrimoine, après ensuite tu t'es lancé un peu dans la pratique des médecines douces, la psychothérapie, l'hypnose. Et enfin, on y arrive, 2018, une nouvelle vie qui est les débuts du dessin. Et donc, là, aujourd'hui aussi, tu travailles sur des projets, et comme tu le disais tout à l'heure, des projets extrêmement variés. Tu es l'auteur de romans d'adultes, tu as 3 livres de développement personnel, 5 romans jeunesse. Waouh, c'est dense. Et puis donc, c'est évidemment l'illustratrice de Claudius, beaucoup d'énergie. Alors, comment tu définis ton travail aujourd'hui? Qui c'est, Marilyn? C'est quelqu'un qui a accumulé finalement plein d'expériences, plein de vécus, et qui permet de les retranscrire dans ce que tu écris, ce que tu dessines? Alors, en fait, si on reprend depuis le départ, en fait, la première question, rapidement, bien sûr, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de métiers. À l'âge de 6 ans, j'ai posé la question à ma mère, pourquoi sommes-nous sur Terre? Ça a commencé mal. J'avais l'impression en fait que la vie semblait assez absurde, donc très jeune. Et c'est pour ça que je me suis longtemps cherchée dans tout un tas de domaines, avec toujours la même idée d'aider les autres. Ça a été quand même quelque chose qui a motivé ma vie entière.
et qui me motive encore aujourd'hui. Dans l'illustration, ça a été un petit peu, effectivement, ma conviction d'aider les auteurs et de sublimer le texte finalement grâce à des dessins qui est tout de suite visible, en fait, alors qu'un texte, on ne le lit pas tout de suite. Et je me suis dit, c'est une valeur ajoutée. C'est pour ça que le dessin m'a intéressée. Et l'aide aux auteurs voilà, me porte de toute façon de plus en plus, puisque aujourd'hui, j'ai même lancé ma librairie en ligne où j'aide les auteurs. Donc, je fais un petit coup de pub au passage. Hein. Je cherche un livre.com. Voilà, c'est ce qui m'anime. C'est-à-dire que je veux aider les autres et effectivement, j'ai répondu finalement à la question que je me posais à l'âge de 6 ans. Je ne peux pas en fait imaginer ma vie sans le partage, sans le fait d'être accompagnée par les auteurs ou par n'importe quelle personne finalement. Si je n'ai pas d'utilité, je n'ai pas l'impression d'exister. Alors, d'où est venue l'idée? Parce que dans chaque dessin, il y a des petites bulles, donc il faut un petit peu BD quelque part, et qui reprennent effectivement des choses importantes du récit. C'est quoi? C'est une idée qui t'est venue, Marilyn, parce que tu l'as trouvée essentielle pour que l'image résume le texte? Oui, en fait, j'ai remarqué que les enfants étaient très motivés par le côté BD. C'est quelque chose, en fait, quand un enfant, par exemple, en salon, nous dit « Ah, ben, je n'aime pas lire, sauf les BD ». Donc, quelque part, je me suis dit, la bulle, c'est quelque chose qui parle tout de suite à n'importe quel enfant et également à celui qui n'aime pas lire. Et donc, quelque part, en mettant de l'illustration donc sous forme un petit peu de BD, on va inciter finalement l'enfant à aller au-delà de la BD et à aller lire le texte. C'est une incitation. Et ça marche. Ça marche. Oui, c'est clair. Alors, justement, tu parlais de différents types de travaux que tu as fait. Tu as fait des couvertures de livres, tu as fait un peu de fantastique aussi, des couvertures de livres fantastiques. Tu as fait des visuels aussi type manga, tu en parlais, notamment pour tes propres livres jeunesse. On peut dire que tu as une multitude de coups de crayon différents et c'est ça qui t'amuse, de passer d'un trait de crayon à l'autre? Oui, je suis très curieuse en fait. Donc, tout m'intéresse et j'ai envie de tout essayer. Eric, est-ce que c'est ton cas, Monsieur le Pirate, est-ce que c'est ton cas aussi de travailler des styles complètement différents d'illustration selon ce qu'on te demande de faire ou te propose de faire? Ben, c'est ça que j'aime bien, c'est voir quand on me propose une histoire, ce qu'elle va m'inspirer, et puis essayer de voir dans un nouveau registre. C'est vrai que j'aime bien aussi faire l'homme orchestre et toucher un petit peu à tout, et c'est toujours très plaisant de découvrir de nouveaux moyens d'expression. Là, par exemple, ça fait 6 mois que j'ai découvert un logiciel pour faire des montages vidéo sur ma page Facebook. Donc, je fais des vidéos complètement absurdes 3 fois par jour, et donc Laure les subit, entre autres, avec mes autres amis. D'ailleurs, je vous encourage. C'est un grand plaisir. Je vous encourage à suivre tous nos auteurs sur leurs réseaux sociaux parce qu'il y a des choses extrêmement sympathiques à découvrir tous les jours pour ceux qui sont comme ça friands de réseaux sociaux comme Eric. Sandrine, je reviens vers toi, donc, qui est au centre, et ça tombe bien puisque tu es un peu la pierre angulaire de tous ces auteurs. Donc, on va parler de toi, auteur, et on va parler de toi aussi, donc, directrice et propriétaire de cette maison d'édition. Donc, comme beaucoup d'auteurs, et j'en parlais tout à l'heure, tu écris depuis l'enfance, mais pas des poèmes. Toi, tu écrivais des chansons, notamment pour le groupe de ton collège. Après, tu as écrit des histoires fantastiques qui sont restées longtemps dans les tiroirs. Tu as écrit plusieurs ouvrages avant de lancer cette aventure géniopédique de la maison d'édition. Comment aujourd'hui tu recrutes tes auteurs? Est-ce que les auteurs viennent à toi et tu fais une sélection? Est-ce que tu peux tomber amoureuse d'une histoire, d'un livre et avoir envie de recruter l'auteur? Comment ça se passe? Alors, en général, les auteurs, oui, viennent à moi. Sinon, ça se fait aussi par mail. Donc, ils nous envoient leur manuscrit aussi par mail. Il y a aussi des rencontres sur les salons, à l'époque, qui se faisaient. Oui, ça va revenir. Voilà, mais ça va revenir, je ne m'inquiète pas. Mais sinon, oui, en général, les auteurs viennent toujours vers la maison d'édition.
Mais alors, voilà, une question que je me suis jamais posée finalement. Quand un auteur vient vers toi, le livre est déjà fini, illustré, ou tu as des auteurs qui viennent avec des textes, qui ont besoin de trouver des illustrateurs, et puis le contraire, est-ce que tu as aussi ce travail de mise en relation? Alors, en général, comme pour Laure et Eric, il y avait déjà le texte et les illustrations. Pour Marilyn et Pascal, c'est pareil, c'était, on va dire, déjà fait. Après, j'ai aussi eu des auteurs qui n'avaient pas du tout d'illustrateur, donc je les ai mis en relation. Et après, je laisse l'auteur et l'illustrateur travailler ensemble, main dans la main, pour qu'ils puissent échanger, donner chacun leur point de vue. Et puis après, lorsque le bébé est fini, il m'envoie donc le projet final que je regarde. Et puis après, on part à l'aventure. Alors, en montant une maison d'édition, c'est quand même un rêve que beaucoup de gens ont. Un jour, je montrerai moi aussi, je mettrai en avant des auteurs, des envies, etc. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui de ce métier extrêmement complexe? Non. Non. Faut vraiment, pour moi, je me suis lancée dans l'aventure, donc je savais déjà dans quoi je partais. Faut vraiment avoir un métier à côté ou avoir, moi j'ai de la chance, j'étais donc militaire, donc j'ai ma petite pension à côté. J'ai mon cher et tante qui travaille aussi à côté, donc voilà. Mais une personne qui est seule, qui n'a pas de revenus, ne peut pas se lancer dans cette aventure, c'est pas possible. Oui, c'est ce que j'entends souvent, et je parlais il y a d'ailleurs un couple de retraités qui avaient lancé leur maison d'édition régionale, voilà, en étant à la retraite et en pouvant se le permettre. Voilà, de réaliser un petit rêve. Donc, tu continues d'écrire, c'est ce que je montrais tout à l'heure, donc les sœurs Chippy. Oui. Ces trois sœurs, c'est des petites histoires très courtes, des petites histoires d'écoute qui font du bien. Il y a beaucoup de dialogues d'ailleurs dans tes histoires, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a beaucoup de dialogues. Et je me suis demandé si ces dialogues, c'était quelque part aussi un jeu entre les lecteurs, entre les parents et les enfants qui pouvaient lire ensemble le livre, par exemple, ou entre deux enfants d'âge différents. On a l'impression qu'il y a une petite envie de théâtralisation des récits. C'est-à-dire qu'au départ, cet ouvrage, qui est un peu autobiographique, parce que c'est ma petite famille, voilà. Donc, je me suis inspirée de ma vie, de mes enfants, du quotidien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouvent dedans. Après, elles n'ont pas fait autant de bêtises que ce qui est écrit dedans, hein, quand même. Mais c'est vrai que moi, j'ai un style particulier et j'écris en dialogué. Donc, j'ai toujours écrit comme ça. Et c'est vrai que, sans faire exprès, il y a beaucoup d'enfants qui s'amusent justement à jouer des jeux de rôle avec l'ouvrage. Mais ce n'était pas fait exprès. Mais moi, ça m'a vraiment inspiré ça, tu vois, en lisant ton livre. Je me suis dit que c'était vraiment un jeu de rôle, et même entre parents et enfants, du coup, on peut vraiment théâtraliser le récit. Laura, qui ne fait pas partie de la maison d'édition Les Chérubins, mais je voulais que tu sois là, Laura, parce que tu es là depuis très longtemps dans l'aventure de rencontre des auteurs francophones. Et puis tes livres, régulièrement, ils partent, on refait du réassort. Et puis surtout, tu as sorti un 6e tome, et je crois qu'il y en a un 7e, tu vas nous raconter un peu tout ça. Et donc, alors là, j'avais pris 3 avec moi, mais il y en a 6 en magasin, et il y en a 6 aussi bien chez French Week à Manhattan que sur le site Rencontre des auteurs francophones, livré sur l'ensemble des États-Unis. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur, Laura, quand j'avais reçu tes livres, parce que je trouve ça génial d'avoir fait de la grammaire de façon ludique. Je trouve ta démarche vraiment passionnante. Alors, pour 2-3 mots sur toi, donc tu as commencé dans la com, et puis en ayant des enfants, ça t'a donné envie de t'intéresser à l'apprentissage du français différemment. Donc, tu te mets sur la méthode Montessori et tu lances cette aventure d'écriture. Alors, comment on passe du métier de communicante à auteur de livres? Je ne sais pas si éloigné finalement. C'est le mot, en fait. Moi, quand je faisais de la com, je faisais des relations de presse, évidemment. Chaque mot, alors même si c'est évidemment de l'institutionnel, pas tellement de créativité dans le
même si la communication peut être créative, c'est vraiment le choix du mot. Et du coup, Bon, on t'entend très mal, Laura. Alors peut-être si tu veux juste te rapprocher un peu de ton micro et puis ne pas trop bouger peut-être, parce que c'est très ça saccadé. Excuse-moi d'avoir. Pas de problème. J'espère que ça ira mieux. Oui, c'est parfait là. Ah, très bien. Je disais juste que en fait entre la com finalement et l'écriture de livres, il y a toujours la recherche du mot qui est juste, du mot, même si c'est sur la communication institutionnelle, du mot qui va le mieux retranscrire une réalité. Et finalement, ensuite, en écrivant pour les enfants, ou d'ailleurs écrire plus largement, je pense qu'il y a toujours cette recherche du mot. Alors, du mot qui va bien sonner avec un autre mot, mais aussi du mot qui va être approprié dans le contexte, ou qui va être un peu désuet, mais après, c'est des choix, c'est des partis pris d'auteur, et voilà. Moi, c'est intéressant comme démarche. Oui, c'est intéressant comme démarche. Alors moi, je me pose toujours la question quand on écrit comme ça X tomes ou X ouvrages d'une même série. Est-ce que quand tu as commencé, tu savais que tu allais faire 6, 7, 8, 9, peut-être il y en aura d'autres, hein, je ne sais pas. Je les découvre une fois qu'ils sont sortis. Est-ce que tu as commencé comme ça en disant j'écris une série? Ou est-ce que tu as écrit un premier et tu t'es dit tiens, ça ouvre à autre chose? Non, j'ai écrit un et je suis tombée un peu en... j'arrivais plus à lâcher mes personnages. En fait. Il y en a deux qu'on retrouve tout au long de ces histoires. C'est Alex et son papa. Et à chaque fois que j'en terminais un, je me disais, mais ils ont encore des trucs à dire. Je ne peux pas les quitter maintenant. C'est peut-être un peu égoïste de réfléchir comme ça, mais j'avais besoin de leur faire vivre encore des aventures. Oui, surtout que chaque livre a une thématique grammaticale, donc c'est ça qui est génial. On continue l'histoire, mais à chaque fois on est sur un point donné. Là, si je prends le verbe pour le magicien en herbe, le défilé de la phrase, l'article, le nom, il y a les petits écureuils que j'ai pas avec moi qui sont au stock. Enfin, voilà, à chaque fois on est sur une problématique grammaticale qui est intéressante et qu'on suit avec toujours ces mêmes petits personnages. Il y a autre chose, je crois, dans les placards, dans les tiroirs que tu vas sortir bientôt. Oui, j'ai le 7e qui est en cours d'illustration qui concerne les conjonctions de coordination. Après, je ne sais pas si je pourrais aller grammatical. Oui, voilà. Après, je ne sais pas si je pourrais aller plus loin parce que j'ai peur qu'il faille passer par la case impérative du par cœur, de la grammaire française, à un moment donné qu'il faut quand même un peu apprendre, un peu rabâcher, et c'est pas là-dedans que j'ai envie d'aller. Je veux rester vraiment sur du ludique. Sur du facile, sur du fun, et voilà. Alors, si justement l'impression d'arriver un peu au bout, est-ce que tu n'as pas envie de faire autre chose Alors là, j'ai dans les... Oui, là, j'ai dans les tiroirs un roman, plutôt pour les un peu plus grands, je pense 9-13 ans, que je suis en train de... Là, il est en repos et voilà. Je pense que dans quelques temps, je vais le reprendre. On est un peu tous en repos, mais on attend en tout cas. Est-ce que tes livres sont rentrés à l'école? Est-ce que oui. Sont dans des... Oui. Dans certaines écoles, oui. J'ai été déjà là où j'habite, j'ai contacté quelques maîtresses et on a testé. J'ai fait des ateliers d'écriture avec une classe de CE1. Et oui, il est auprès de certaines classes, dans certaines écoles en France. C'est sympa, ça c'est sympa, ça veut dire qu'on a réussi un peu son pari. Toi, tu n'as jamais eu envie d'enseigner, d'aller au-delà, de te retrouver devant les classes? Tout le temps. Tout le temps. J'ai tout le temps, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Je voulais passer le concours cette année. Mais bon, bref, complications, j'y vais plus. Mais... Et est-ce que du coup, tu n'as pas envie d'écrire pour les parents aussi, pour faire passer justement cette démarche proche de Montessori? Est-ce que tu n'as pas envie d'écrire un livre qui s'adresse aux parents pour qu'ils enseignent? C'est marrant parce que j'ai pensé, je n'ai pas du tout concrétisé, mais donc mes deux personnages, il y a Alex et son papa, et je voulais faire aussi un livre pour aider son papa. On verrait du coup plutôt au bureau quand il galère à faire ses accords de participe passé, ces trucs, et lui donner 2-3 tuyaux. Ah, c'est rigolo, écoute. Oui, c'est marrant. J'ai ça en tête, mais je ne sais pas du tout comment le ficeler pour que ça reste pédagogique sans être embêtant à lire et que ça reste un peu ludique. Je te fais confiance pour trouver la méthode. Juste signaler que tu as un blog, si les gens veulent aller au-delà de ça, qui s'appelle marmolade.fr.
pour aller plus loin dans les apprentissages. Avant de se quitter, moi, j'ai une question pour vous tous. Moi, j'ai des parents qui passent leur temps à me dire « Mais comment on fait pour que les enfants lisent ?» Alors, j'aimerais qu'on fasse un dernier petit tour de table et d'avoir votre petit tips, comme on dit ici, pour aider les enfants à lire. Laure, comment on fait pour aider les enfants à lire? Nous, que ce soit mon mari ou moi, on a toujours un livre à la main. Donc, je pense qu'en fait, au début, notre fils agit par mimétisme, et après, il a pris le goût. Donc, après, voilà, l'écran n'est pas allumé constamment à la maison. Et donc, voilà, quand il s'ennuie, il prend un livre, ça vient de lui-même. Donc, oui, je pense que montrer l'exemple au début, voilà, et puis surtout les inciter à lire ce qui leur plaît. Donc, même si c'est une BD, voilà, on a tendance à vouloir toujours que nos enfants lisent des choses intelligentes, mais au début, il faut vraiment qu'ils attrapent le virus, et donc les laisser aller vers le livre qui les attirera, et encourager, voilà, quand on va au supermarché, les laisser traîner au rayon librairie, leur laisser prendre un livre quand on fait les courses, et puis après, ça suit. Je suis bien d'accord. Marilyn, comment on fait? Alors, effectivement, je suis d'accord avec Laure. C'est une question d'habitude. C'est comme tout. C'est-à-dire qu'en lisant, on apprend à aimer à lire. Donc, pour les enfants, c'est pareil. Il faut absolument, quelque part, même au départ, quand ils sont petits, leur lire des histoires, lire avec eux petit à petit. Donc, voilà, les amener à lire régulièrement. Et dans l'habitude, l'enfant finira par aimer lire. Alors, c'est une question d'habitude. Amira, une question pour toi, parce que tu t'adresses à des enfants plus grands, et c'est pas nécessairement toujours les petits ces petits, finalement, ils arrivent à ouvrir un livre, c'est ludique, c'est coloré, etc. Mais c'est souvent presque, voilà, Amira, l'âge à laquelle tu t'adresses aux jeunes ados, c'est souvent plus à eux, il y a une espèce de bataille entre les parents et les enfants, où ils ont quelque part abandonné le livre s'ils l'avaient eu. Alors, Amira, comment on fait? Honnêtement, moi j'ai un fils de presque 2 ans. Ouais. Et en fait, on a instauré une espèce de routine en faisant en sorte que voilà, dans la journée, il y a tant de minutes, voilà, qui sont consacrées à la lecture. Et voilà, on fait en sorte que ce soit comme une récompense, comme un moment de jeu, etc. Et au final, c'est lui qui réclame tout seul de livres. Bon, après, lui, il a 2 ans. Mais je pense que par rapport aux adolescents, je pense que c'est un travail qui se fait en amont. Ils ont déjà aimé, je pense, la lecture quand ils sont petits. Je pense que c'est un cheminement qui se fait tout seul, en fait, au final. Je pense que Joker. Mais écoute, nous verrons, Amira, nous en parlerons dans une dizaine d'années. On fera le point. Sandrine, toi, oui. Oui, juste je voulais rajouter, en fait, pour les plus grands, c'est vrai que Laure a complètement raison. Il faut les intéresser à leur sujet. C'est-à-dire trouver des livres qui vont parler de leurs problématiques. Et à partir de là, effectivement, on peut créer une habitude. Sandrine, toi qui vis entourée de livres, est-ce que ça te donne envie de lire aux enfants? Ah oui. Je vois que moi, les miennes, depuis toute petite, je les ai habituées à la lecture. Et c'est vrai qu'en grandissant, parce que maintenant, ce sont des ados, et c'est vrai qu'elles se rapprochent plus des ouvrages par rapport aux films qu'elles voient à la télé. Oui. Tiens, j'ai vu le film, bon, elles achètent l'ouvrage. Intéressant comme démarche, oui. Ah oui. Et puis c'est vrai que dernièrement, mon aîné, elle a acheté un bouquin qui faisait plus de 400 pages. Et elle m'a dit, bon, j'ai fini de le lire. J'ai dit, tu l'as déjà lu? Elle m'a dit, ah oui, j'ai tout lu. Donc, non, c'est vrai que c'est intéressant comme démarche, à se demander si après le succès de Lupin, justement, on a vendu plus d'Arsène Lupin. Il faudrait regarder un peu ce qui se passe, c'est intéressant. Pascal, comment on fait? Moi, je le vois à peu près au quotidien, c'est-à-dire lire des histoires, c'est-à-dire offrir quand même de la lecture aux enfants, leur présenter et leur laisser des livres aussi. C'est-à-dire que ce que je peux constater, c'est que les enfants ont une attirance incroyable, du moins les petits, pour le livre, pour l'objet. Donc, lire et puis laisser des livres à disposition, c'est déjà une excellente méthode. Et puis, peut-être aussi donner l'exemple on le donne involontairement parce qu'on aime bien, mais montrer que nous aussi, on lit. C'est pas... et c'est aussi une histoire d'habitude. Laura, est-ce que maman qui écrit donne envie de lire plus aux enfants?
Moi, ils aiment bien lire, mais en fait, c'est surtout moi, même si mon grand, il sait lire tout seul, j'ai encore, j'adore lire à voix haute. Donc, je passe beaucoup de temps à lire à voix haute, même s'il sait lire tout seul. Et c'est vrai qu'on s'amuse parce que je déclame. Enfin, je me la joue un peu au théâtre. Donc, je lis à fond. Et donc, on passe de bons moments. Enfin, c'est aussi c'est intéressant, et notamment avec les livres de Sandrine, là, oui, qui sont très dans le dialogue. C'est vrai que c'est intéressant de donner aussi le goût de la lecture par la mise en scène et par la théâtralisation du livre. C'est une bonne idée aussi, Laura. En tout cas, ça marche bien. Et voilà. Il y avait un petit garçon à côté de toi, Eric, donc tu es le plus à même là ce soir en direct, il peut même y répondre, hein, de répondre à cette question. Il lit. Bon, nous avons perdu notre pirate. Si. Pardon, vas-y, répète. Non, comme je vois que tu dialoguais avec un petit garçon, donc je me demandais si justement… Ça va faire plaisir à ma compagne qu'on l'a pris. Ah, mais écoute, on voit dans le noir. Alors écoute, on voit dans le noir et on est un enfant. Voilà, mais je pense que le côté jeunesse de ce que tu as dit va la toucher positivement. Voilà, exactement. Merci Eric de me permettre de sauver la face comme ça. Oui, alors la question c'était ? La question c'était comment on donne envie aux enfants de lire. Comment demander aux enfants ? Je pense que on peut les capturer par le regard et justement en faisant des couvertures qui soient attrayantes et je pense que c'est ça, c'est l'enfant ou l'adulte va feuilleter un livre parce qu'il va être attiré par la couverture. Et puis en le feuilletant, il va se laisser prendre, il va avoir envie de se laisser amener quelque part. Je pense que c'est surtout comme ça que ça se passe. Quand j'étais ado, j'étais fasciné par les pochettes de disques. Black Magic Woman de Santana, c'était une merveille, quoi. Et c'est vrai que j'avais tendance, aussi bien pour les bouquins que pour les disques, de me laisser aller à être attrapé par une couverture. C'est comme ça que j'ai raté Tolkien, le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, parce que la couverture n'était pas terrible. Et j'aurais pu le lire 4 ans avant. C'est vraiment la démarche de l'illustrateur là, qui parle. Hein. En tout cas, merci à tous. Merci Sandrine d'avoir réuni ce très joli plateau ce soir en France et cet après-midi à New York. Merci Laura de nous avoir rejoints. Je rappelle donc que tous les livres qu'on vous a présentés ce soir, de tous nos talents réunis, sont disponibles sur l'ensemble des États-Unis sur Rencontre des auteurs francophones et à la boutique de Manhattan si vous êtes à New York, French Week. Donc, on avait les livres, donc il y a 6 livres, décidément, ça ne marche pas toujours mon petit décor, donc 6 livres de Laura. Nous avions Les Sœurs Chippy de Sandrine, Le pirate qui n'avait jamais vu la mer de Laure et du pirate Eric, L'hommage aux autres poilus qui sont les petits animaux pendant la Première Guerre mondiale d'Amira, les 2 livres de Pascal, Claudius, livre bilingue, et puis Pablo sans réseau, et puis donc Marilyn qui nous a fait les jolies illustrations de Claudius. Merci à vous d'avoir été là, j'étais ravie de faire votre connaissance. On vous suit, donc n'hésitez pas toujours à partager votre actualité sur les réseaux sociaux de Rencontre des auteurs francophones, à nous dire ce que vous devenez, ce que vous produisez, et puis on espère vous revoir très bientôt avec d'autres nouveautés. Voilà, merci à chacun. Merci de nous avoir entendus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, et on sera toujours en France avec Cathy Gallière. Cathy Gallière qui est une ancienne patineuse artistique de haut niveau, écrit aujourd'hui des romans noirs. Donc voilà, nous parlerons de ça. Merci à tous, bonne soirée en France. Et bon après-midi à nos auditeurs new-yorkais et américains. Au revoir. Au revoir. Au revoir.